Bienvenue à l'abbaye Saint-Honorat. C'est sur une île verdoyante, face à Cannes, que j'ai poussé la porte de la clôture où vivent 20 moines cisterciens. C'est en 405 que Saint-Honorat et ses disciples arrivèrent sur l'île pour y établir une communauté jusqu'à la Révolution. L'île sera alors vendue à de riches propriétaires, puis finalement elle retrouvera sa gouvernance monastique en 1859. La congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception, créée à Sénanque, n'arrivera sur l'île qu'en 1869. La communauté repense alors le projet économique de l'île. Les cultures des oliviers et des vignes sont finalement reprises. C'est aussi ce qui fait la réputation de l'île aujourd'hui, son vin. À travers son histoire, l'île a aussi vécu de nombreux changements de culture sociétale. Après la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite avec les congés payés, la réputation de la Côte d'Azur s'intensifie. Les îles de Lérins, de Saint-Honorat et de Sainte-Marguerite deviennent des lieux de villégiature pour les Cannois, mais leur réputation s'étend aussi à l'international. Les moines n'étaient pas préparés à cet afflux touristique, pas plus que le continent. Se pose alors la question de la pastorale du tourisme, car l'afflux d'un aussi grand nombre de touristes rend problématique la vocation première de l'île monastique. Dans ces décennies-là, l'émergence, je dirais, d'une société de plus en plus déconnectée du fait religieux. C'est des générations qui commencent à être où le fait religieux, la transmission religieuse, tout ça commence à s'étioler, à diminuer. Donc vraiment des gens qui viennent en vacances pour la plage, pour le soleil, mais qui n'ont aucune idée quand ils arrivaient sur l'île, même de l'existence des moines, même de ce que ça pouvait représenter, etc. Donc nos anciens ont commencé à réfléchir, et puis dans cette dynamique aussi de cette pastorale du tourisme qui commençait à se poser, et il y a à dire mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour toucher les gens qui viennent, leur faire prendre conscience que c'est une île quand même monastique, que c'est pas juste des criques et un bout de canne, et en même temps comment essayer de gérer cet accueil qui ne soit pas trop sauvage. Une fois l'accueil touristique encadré, la communauté s'est penchée sur la dimension écologique. Comment retrouver une unité globale sur cette terre monastique ? Les frères lancent alors un partenariat avec l'Office national des forêts, puis ils passent en culture biologique les vignes ainsi que la totalité de l'île. Le travail du vin de grande qualité a donné des idées aux frères. Voici le Clos de la Charité, une vigne sanctuarisée dont le fruit de la récolte est gracieusement mis en bouteille par la communauté, puis vendu aux enchères. La totalité des enchères est versée à une grappe d'associations caritatives. Non, le but c'est aussi un travail gratuit et participatif. Donc là nous avons 500 pieds de Mourvèdre, donc c'est un vin rouge de très bonne qualité. Ces 200 pieds de vigne sont parrainés par des particuliers, par un don valable à vie. D'ailleurs, des ceps du Clos de la Charité cherchent encore des parrains. Le but c'est aussi de mettre en lien les associations et les parrains. Donc nous on sert de pont. Au-delà de la viticulture solidaire, les frères cherchent à rendre l'île accessible à tous. Engagés dans un groupe de solidarité, ils accueillent leurs petits frères, ceux que peu de gens voient, mais à qui Dieu s'est révélé. Lors de week-ends, de partage d'expériences et d'évangiles, la rencontre avec l'autre se révèle être un trésor.
C'est un endroit où on voit vraiment bien l'imbrication du culturel et du naturel. Il y a cette tour qui est posée au bord de l'eau, sur le rocher. Et à côté, on a ce littoral qui est encore totalement préservé. Avec ici ces nattes de Posidonie, donc c'est une herbe qui a la particularité de pousser dans l'eau. C'est une des beautés du littoral méditerranéen. C'est une herbe qui est très protégée mais qui est aussi très menacée, notamment par la plaisance en fait, et par les ancres des plaisanciers qui arrachent en fait, la Posidonie à chaque fois qu'ils jettent l'ancre. Mais là, c'est là qu'on a aussi une question d'éducation aussi du regard, parce qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui vont trouver ça sale, moche, etc. Mais en réalité, ces banquettes, elles sont très précieuses pour la biodiversité. Les nattes de Posidonie, elles ont aussi un rôle très important dans la préservation, dans la limitation de l'érosion en fait, du littoral. On accueille chaque année environ 100 à 110 000 visiteurs donc, sur une île d'environ 40 hectares, donc ça fait tout de même beaucoup de monde sur un petit espace, d'autant plus que les visiteurs sont limités quand même, cantonnés on va dire, au chemin en fait, littoral qui fait le tour de l'île, et puis il y a quelques grandes allées qui traversent l'île. Donc une des problématiques dans la gestion de l'île, c'est de gérer ces flux et de limiter quand même au maximum l'impact des visiteurs sur le site. Bonjour. 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 Pendant le premier confinement en 2020, l'île a été fermée pendant 1 mois et demi. Et c'est impressionnant l'effet positif qu'on a remarqué sur l'île. Il y a des tas d'endroits qui étaient très érodés, où il n'y avait plus rien qui poussait. Et d'avoir un répit d'1 mois et demi, tout de suite on a vu des plantes qui ont commencé à germer, à pousser. Donc là on s'est vraiment rendu compte que voilà, il y a une usure en fait qu'il faut en tenir compte. Ce qu'il faut, c'est encadrer au maximum par des mesures de gestion et par une sensibilisation de ces visiteurs, en essayant de le faire en sorte qu'il soit sensible à la fragilité, à la beauté, mais aussi à la fragilité du site, et en les invitant le plus possible à nous aider à préserver le site. Un autre exemple, c'est la décision de retirer toutes les poubelles sur l'ensemble de l'île, en invitant les visiteurs, donc les visiteurs qui viennent pour la journée, à rapporter avec eux sur le continent leurs déchets. Ça demande un petit effort aux visiteurs, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui ensuite vraiment apporte un bienfait vraiment pour le site. Mais dans la réalité, qu'en est-il ? Le vent et les vagues font remonter toutes sortes de déchets, naturels ou pas. Après les grosses tempêtes, tous les frères longent ensemble les plages pour ramasser les déchets. C'est dans leur engagement Smilo, une organisation pour la préservation durable des petites îles, que les frères ont à cœur de mener ce genre d'action. Cependant, si chacun faisait un geste, la biodiversité et le littoral seraient moins en danger, et les frères seraient sûrement plus apaisés. Il y a une éthique profondément chrétienne, biblique, spirituelle, qui nous amène à avancer dans cette cohérence aussi, une vision plus globale. Et c'est l'équilibre, je dirais, la justesse de ces relations qui font qu'on peut penser une écologie intégrale.
ça c'est bien expliqué aussi dans l'Audacte aussi, on voit bien que c'est l'idée directrice, mais je dirais ça nous renvoie profondément aussi à notre vision chrétienne de la création. Donc ça interroge, je dirais, non seulement notre façon de cultiver, de vinifier ou de faire des produits, mais après c'est comment aussi, je dirais, gérer ces produits, comment les vendre, comment nous-mêmes comment acheter. Donc voilà, donc c'est toute une remise en question aussi de ça, comment nous nourrir. Voilà, même si on a lancé un potager en permaculture et tout pour essayer, ça mettra du temps. Quelle perception on a aussi de la relation avec l'extérieur, avec les autres, avec les défis de société, c'est lié. Et nous, comment on se positionne, même au niveau communautaire, qu'est-ce qu'on accepte, avec entre guillemets les sacrifices à ajuster pour aussi que ça a un impact réel sur l'équilibre écologique. Et voilà, et pour le bien commun. Sur l'île Saint-Honorat, chacun a sa place et collabore à l'épanouissement de l'écosystème. Le tout sous l'œil bienveillant des moines, gardiens de la création. Tout se relie entre terre, mer et ciel. Le projet de la vie monastique, c'est la mise à l'écart. C'est ce qu'on appelle le fuite au désert. En Occident, il n'y a pas de désert. Quand les premières communautés ascétiques qui voulaient vivre de fuite au désert, ils choisissaient des lieux isolés, soit dans les forêts, les montagnes, les campagnes ou les îles. Parce qu'il suffit de connaître l'île, de se promener dessus, on voit que ça n'a rien d'analogue à un désert. Et quelque part, dans la spiritualité lérinienne, en fait, l'île comme désert a été assimilée au paradis. Ça devient un lieu privilégié de rencontre avec l'époux qui est le Christ, le nouvel Adam. On nous décrit comment Honorat et ses moines accueillaient les gens avec joie, avec simplicité et tout ça. Et ça a marqué, je dirais, c'est quelque chose qui marque notre spiritualité, notre façon de vivre sur l'île et de vivre notre relation à Dieu et aux autres.